Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro consacré à une question cruciale pour la stabilité de notre société, celle de la résurgence des conflits intercommunautaires. Ces derniers temps, un climat de tension persiste entre différentes communautés dans diverses localités du pays, notamment autour de la gestion des ressources naturelles, du foncier ou encore du poids démographique. Ces conflits, souvent violents, entraînent des conséquences très graves et avec des effets néfastes sur l'économie et freinent également le développement de notre pays. Face à ces défis majeurs, que fait l'État, les autorités locales, les leaders communautaires et la société civile? Et surtout, quels mécanismes de prévention, de dialogue et de résolution envisagés pour construire une cohabitation pacifique? À la suite du débat d'hier, nous accueillons aujourd'hui d'autres invités sur ce plateau pour tenter de comprendre les causes profondes de la résurgence de ces conflits meurtriers, analyser leur impact, dégager ensemble des pistes de solutions durables. Et pour en débattre, je reçois pour vous sur ce plateau M. Rota Dingamadi Carlos, rapporteur général de la Commission nationale des droits de l'homme. Monsieur Rota, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Emmanuel. Merci. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Je vous remercie. Merci à vous. Je reçois aussi monsieur Djonkamla Oulé Djonga, représentant le parti MPS, le parti au pouvoir. Monsieur Djonkamla, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Emmanuel. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Enfin, nous avons madame Neondamadi Naila, présidente de l'OANET. Madame, bonsoir. Bienvenue à vous. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel, merci. Très heureux de vous avoir aussi avec nous sur ce plateau, surtout pour débattre de ce sujet. C'est un privilège pour moi, merci. Alors, pour nous permettre de comprendre, dans un de nos précédents plateaux, il ressort de l'analyse des causes que ces conflits naissent des injustices, des manipulations politiques, des intentions obscures de nuire, de l'incapacité aussi des forces de défense et de sécurité d'assurer normalement la sécurité des populations. Vous allez me permettre, monsieur, de pouvoir quand même commencer avec la seule dame qui se trouve avec nous, de lui donner la parole. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments que vous voulez ajouter, surtout parlant des causes de ces conflits intercommunautaires? Ça paraît difficile pour commencer. Parce que vous avez déjà relaté, je crois, tout ce qui est réel. Et s'il y a quelque chose à ajouter, c'est un questionnement. C'est un questionnement. Est-ce que jusqu'à ce niveau où nous sommes, nous avons approfondi la réflexion, nous avons évalué, nous avons examiné la situation au fond pour comprendre et savoir le mal, l'origine du mal, d'où est-ce que ça vient et pourquoi. Ce que je sais, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier et ça ne sera pas de demain. Les problèmes qui gangrènent la cohésion sociale, de vivre ensemble au Tchad aujourd'hui, tirent leur source des causes assez lointaines. Et nous avons pris le temps allègrement de ne pas faire de cela une priorité et une préoccupation. De manière très légère, de part et d'autre, que ce soit l'administration publique, que ce soit les partenaires au développement, que ce soit la société civile, que ce soit les communautés, nous avons pris ces questions très très à la légère. C'est pour ça que nous avons traîné avec nous des casseroles. Et aujourd'hui, c'est le ras-le-bol qui s'exprime de cette manière. Ces drames que nous voyons un peu partout aujourd'hui tirent leur source des conflits qui ont aussi des causes assez lointaines. Et la principale cause aujourd'hui, c'est un facteur qui vient s'ajouter. C'est l'impuissance de l'autorité publique.
pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai lu quelque chose ce soir, simplement qui nous dit que le Tchad est ici à la 12e position au niveau de l'Afrique pour son émergence en tant que puissance militaire en Afrique. Mais puissance militaire en vertu de quoi? À l'égard de qui? Et pour quel objectif? Si on a de la peine à protéger les citoyens à l'intérieur du territoire, les citoyens et leurs biens, c'est vraiment une préoccupation, c'est une interrogation pour nous. En quoi nous sommes puissants aux yeux des autres pendant que nous ne pouvons pas préserver la quiétude, la paix, la sécurité à l'intérieur? Voilà, ça veut dire que l'État à l'intérieur a un souci, il y a un problème. Il y a une dépravation de l'autorité, de la puissance de l'État. Les communautés sont devenues plus fortes que l'État, les individus sont devenus plus forts que l'État. Et ça, c'est une préoccupation réelle. Donc qui nous interpelle. L'autorité de l'État est à terre. Bon, vous avez votre manière de le dire, mais c'est une préoccupation. Si on le dit un peu partout, il y a un problème de gouvernance et aujourd'hui, l'État a de la peine à maîtriser la situation. Et c'est une réalité, parce qu'on ne peut pas être fort, puissant aux yeux des autres et chez soi, on n'est pas à mesure de mettre de l'ordre. C'est un problème. Pour nous, organisation de la société civile, ça interpelle à plus d'un titre. C'est un questionnement profond à relever à un certain niveau. Et je pense que aujourd'hui, il faut libérer l'espace démocratique, il faut libérer le contradictoire pour que tous les acteurs puissent s'exprimer pour proposer des pistes de solutions. Ça ne servira à rien de dire à tout le monde de se taire, de rester silencieux parce que tout va bien. Voilà. Merci beaucoup. Ça sera difficile de rester silencieux et de dire que tout va bien. Monsieur Oulé, est-ce que vous avez des choses à ajouter, parlant un peu des causes, surtout de ces conflits dont je viens d'introduire? Je voudrais d'abord réagir sur l'intervention de Mme Clarisse par rapport au fait que le pays aujourd'hui classé 12e comme puissance militaire, cela démontre la capacité de l'État à assurer la paix, contrairement aux pays voisins, où aujourd'hui la situation est vraiment déplorable. Quand vous prenez la Libye, quand vous prenez le Soudan, quand vous prenez les autres pays frères du bassin du lac Tchad, la situation sécuritaire, malgré la puissance économique de ces États, est aujourd'hui à terre. Mais nous réussissons aujourd'hui, malgré ce contexte défavorable, avec les moyens qui sont les nôtres, à préserver de façon globale la paix dans notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, pour revenir à la situation dans notre pays, je pense que les questions de gouvernance, les questions de groupes communautaires, etc., ont été débattues. Et je me rappelle encore que lors du dialogue national inclusif et souverain, les Tchadiens ont eu à discuter de cette question-là profondément. Le problème est essentiellement lié au changement climatique. Parce que lorsque on parle de gestion de conflits liés aux ressources naturelles, il faut dire que ce pays, le Tchad, est toujours resté avec les 1 284 000 km². En 1960, on était moins de 3 millions, avec moins de 10 millions de cheptels. Aujourd'hui, nous sommes autour de 20 millions, selon les projections statistiques, et nous avons un cheptel de plus de 100 millions. Et la bande sahélienne qui permettait hier de faire cet élevage de façon aisée est aujourd'hui entamée par la désertification. Donc, le pays n'a pas changé, sa superficie n'a pas changé, mais il y a une pression importante en termes de bétail et d'humains. Donc, les mêmes superficies que les gens cultivaient hier et
les mêmes superficies que les gens utilisaient hier pour pâturer sont aujourd'hui envahies de part et d'autre. Et donc, ça pose un vrai problème. Maintenant, les autres causes sont des causes additives. C'est-à-dire, hier, il y avait toujours des conflits qui existaient, les gens arrivaient à gérer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu ce qu'on appelle la prolifération des armes de guerre, qui fait que hier, les conflits qui naissaient et que les gens se battaient avec des bâtons ou avec des couteaux de jet, aujourd'hui, c'est des armes à feu. Et vous savez, la prolifération d'armes de guerre dans notre pays est liée un peu à la situation de sécurité de nos voisins, qui fait que les frontières étant poreuses, les gens entrent avec des armes, et lorsqu'il y a un tout petit conflit et que les gens enlèvent une arme, eh bien, ce n'est pas une personne qui est blessée, ce n'est pas deux personnes qui sont blessées, c'est plusieurs personnes qui tombent. Donc, le facteur de prolifération d'armes de guerre fait que lorsqu'il y a une petite étincelle, eh bien, les conséquences sont beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Mais toujours est-il que, conformément aux résolutions du dialogue, les Tchadiens doivent prendre cette question au sérieux. Et nous, au niveau du mouvement patriotique du salut, comme vous l'avez vu, nous sommes certes en partie qui critiquons ce qui se passe, mais également nous proposons pour comment régler ces situations. Donc, en plus des causes qui ont été citées par les uns et les autres, nous pensons qu'il faut reconnaître également le problème du changement climatique. Et il faut aussi ajouter la question de la prolifération d'armes de guerre comme des facteurs aggravants de ces conflits, indépendamment des questions de gouvernance et autres. Ok, je m'adresse actuellement à M. Carlos. Vous qui représentez la CNDH, quel est votre rapport par rapport à cette question? Est-ce que y a-t-il d'autres éléments que vous voulez ajouter ou bien un complément par rapport à ce que M. Oulé vient de dire? Merci bien, M. Emmanuel. Vous-même, à l'introduction, vous avez déjà planté le décor. Le problème, il est là. Il faut qu'on l'attaque. On ne va pas tourner autour de théories de gouvernance et consorts. Le problème, il est bien réel. Nous, au niveau des droits de l'homme, quand la dignité humaine est bafouée, quand le respect des droits de l'homme est mis à rude épreuve, ça nous interpelle. Pour rien, des Tchadiens sont morts. Que des vies humaines soient enlevées pour des petites questions liées à la terre, ça nous interpelle. Vous voyez, moi, je situe le problème autour de l'impunité, de l'injustice, de l'inégalité et de l'absence de l'autorité de l'État. M. Oulé a parlé du problème climatique. Je suis totalement d'accord avec lui. Le changement climatique a impacté sur les questions de droits de l'homme. Maintenant, comment, au niveau des structures étatiques, allons-nous prendre des dispositions nécessaires pour régler cette question de changement climatique? Parce que le changement climatique emporte mouvement des citoyens vers des zones où on pense trouver mieux à s'installer ou mieux nourrir son bétail. La démographie est là aujourd'hui. Donc quand vous prenez les zones jadis agricoles, aujourd'hui, à cause du changement climatique, il y a un déplacement des personnes. Donc la démographie est là. Les terres se raréfient. Donc certains vont au-delà de leur zone où ils se sont installés. Ça crée des conflits. Aujourd'hui, je ne souhaiterais pas qu'un éleveur et un agriculteur se rencontrent et que ça devienne ipso facto un conflit. Je ne souhaiterais pas non plus que quelqu'un se déplace de sa zone pour aller mieux se chercher ailleurs et qu'il s'installe, ça devient un conflit. Nous allons éviter cela.
pour la simple raison que l'État doit prendre ses responsabilités. La responsabilité que l'État doit prendre, c'est quoi? Appliquer les lois. Nous sommes dans une république, nous avons les lois. Pour s'installer d'une zone à une autre, il y a une réglementation. Maintenant, quand les gens s'installent et qu'il y a un conflit, comment régler ce conflit? L'État, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, Oui, l'État n'a pas fait une étude sur les typologies de conflits que nous connaissons aujourd'hui au Tchad. Les conflits sont latents, ils sont là. Nous n'avons pas proposé de solutions adéquates. Si nous avons fait une étude sur les typologies de conflits, on pourra apporter une solution. C'est-à-dire que l'étude même décrit les solutions qu'il faut apporter, parce que ce n'est pas quand vous partez sur le terrain, quand vous écoutez les gens en face de vous, ce qu'ils vous disent et ce que politique vous dit, c'est différent. Le problème, il est profond. Aujourd'hui, la société est en train de se dégrader. Madame a dit que c'était des casseroles qu'on a traînées même depuis longtemps. Oui, mais pourquoi a-t-on traîné ces casseroles depuis toujours? Moi, je vous dis, je suis en face de M. Oulé, qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Si je peux terminer en une seule minute pour situer le problème. Oui. Nous avons fait des réformes. Nous avons raté une occasion en 1993 lorsque nous étions en conférence nationale souveraine. Les jalons étaient posés. Tout le problème du Tchad allait être réglé à partir de 1996, à partir de 1993, la conférence nationale. Nous avons mis certaines recommandations de côté. Nous sommes arrivés progressivement pour arriver à une réforme en 2018. Cette réforme-là a posé les problèmes. Nous sommes arrivés en 2020. Nous avons fait les mêmes réformes pour dire que notre société a des soucis. Nous avons ciblé les soucis, les défis à relever. À la transition, les mêmes problèmes sont revenus pendant le dialogue national inclusif et souverain, où nous avons des recommandations et des résolutions. Tous ces problèmes que nous sommes en train de parler aujourd'hui ont été débattus lors de ce dialogue. Qu'est-ce qu'on fait des recommandations et des résolutions du dialogue? Nous les avons mis à côté. Nous faisons autre chose. Malheureusement. Nous faisons autre je chose. je pense pour permettre à ce que... Aux deux interventions. D'accord. J'ai très bien noté la réaction de Monsieur Oulé. de Oulé, qui parlait un peu de l'extension démographique et qui parle aussi des difficultés de gestion des ressources naturelles. Mais en tant qu'État, lui, il est dans un système qui gère ce pays il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce qui est fait en termes de planification, en termes de stratégie, pour prévenir ces conflits? On sait que la démographie va augmenter. Il va y avoir une pression démographique sur ce qui existe, c'est l'existant, les ressources naturelles. Mais comment est-ce qu'on a vécu il y a 5 ans, 10 ans, et quelles sont les projections, les planifications que nous faisons pour l'avenir? Autrement dit, l'État doit anticiper. L'État a cette responsabilité dans ses projections d'anticiper pour ne pas que nous puissions être aujourd'hui en train de gérer les dégâts. Oui, je pense que elle a absolument raison de dire que nous devons anticiper. La période de diagnostic que nous avons faite en 2022 au dialogue national inclusif, comme vous l'avez si bien dit, a permis effectivement de décortiquer la question et de proposer des pistes de solutions. C'est vrai. Nous, au niveau du ministère de la Réconciliation, hier, dès que nous avons fini avec les résolutions du dialogue, nous avons commencé à travailler, d'ailleurs avec les acteurs non étatiques, sur la stratégie nationale des médiations, prévention, gestion de conflits liés aux ressources naturelles. Ce travail est aujourd'hui repris par la médiature. Ils sont en train de travailler dessus. Nous avions travaillé sur... C'est dur, hein? On essaie de décliner, d'adresser les différentes résolutions du dialogue. Comment est-ce qu'on doit les matérialiser? Comment est-ce qu'on doit les mettre en œuvre? Nous avons commencé par travailler également sur la stratégie nationale de cohésion sociale. Aujourd'hui, le document des stratégies a été validé avec l'appui de nos partenaires au niveau de la médiature et ils sont en train de travailler sur l'élaboration de son plan d'action.
Nous avons également, pour la gouvernance de conflits, conformément également aux résolutions du dialogue, parlé et travaillé à la mise en place de comités provinciaux de paix, de réconciliation, avec leur déclinaison au niveau des départements et au niveau des sous-préfectures, au niveau des cantons, etc. Donc, ça, c'est également un travail en cours. Et donc, en termes de planification, il y a, lorsque le problème arrive, il y a des solutions de court terme qu'il faut voir. Et les solutions de court terme, comme vous l'avez si bien dit, il faut régler la question, par exemple, de la justice. Nous avons fini avec Mandekao. On a arrêté des gens. Jusqu'aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas été jugés. Et là, on est à Orgemol. Donc, je pense que, conformément au dialogue national inclusif, et comme l'a si bien dit le ministre de la Justice, Garde-Sceaux, il faudra que la justice accélère ses procédures. Parce que lorsqu'il y a un problème chaud, comme ça, lorsque la justice est saisie ou s'est saisie, eh bien, il faut que très rapidement, les solutions soient trouvées pour que les populations sentent que, OK, l'État joue son rôle. Il faudra, au niveau... Maintenant, on sent qu'il y a une lenteur au niveau de la... réagir à ce point. On n'a pas fini avec Mandakao. Non, j'ai dit après la crise de Mandakao. Ça, c'est les conséquences. Justement, ce qui s'est passé, dans le Maïkebi Ouest, c'est la suite logique de Mandakao. C'est pourquoi je disais que, normalement, nous, au niveau du mouvement patriotique du salut, on avait fait un communiqué. Notre porte-parole a fait un communiqué pour demander au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'aller vite. Nous sommes une force de proposition. Parce que vous voyez, nous sommes comme tous les autres partis politiques. Il y en a qui critiquent pour critiquer, mais nous, on critique et on fait des propositions. Nous aussi. Donc, comme vous également. Et donc, nous avons demandé... Les acteurs non étatiques, nous constatons que la justice n'est pas la seule option pour régler ces questions. Non, nous disons, c'est-à-dire que si seulement... Pour vous, arrêter des gens, les mettre à la disposition de la justice, c'est une finalité. Non, on n'a pas dit ça. Si vous regardez notre communiqué, on a été plus loin que ça. Nous avions dit qu'il faut régler tout de suite, parce que je vous parlais tout de suite des questions de planification, mais je vous dis qu'il faut régler également les problèmes lorsque c'est chaud tout de suite. Donc, tout de suite, lorsque le problème s'est posé à Mandakao, la justice est saisie. Les autorités administratives sont descendues sur le terrain. Les autorités de sécurité sont descendues sur le terrain. Il y a eu des dysfonctionnements, sûrement, en termes de renseignement, en termes de gestion administrative de la question. Et donc, tout cela, nous avons demandé au gouvernement de tirer les leçons pour mettre ces questions-là au clair et le plus rapidement possible. Et c'est d'ailleurs le sens du dernier communiqué que nous avons fait. Ça, ce sont des choses qu'il faut faire à court terme. Mais à long terme et à moyen terme, il faut travailler sur les causes sérieuses. Les causes sérieuses, c'est quoi? C'est que cette pression que nous avons sur les ressources, qu'il s'agisse des éleveurs ou qu'il s'agisse des agriculteurs, c'est parce que notre modèle d'agriculture n'est plus viable. Nous ne pouvons pas continuer par travailler à faire de l'agriculture sur brûlis. Aujourd'hui, on travaille cette année ici, on brûle, la terre devient faible, on va ici, ça brûle. Et notre modèle d'élevage aussi n'est pas vivable. C'est ce qu'on a dit. On ne peut pas continuer toujours par transporter les animaux à la recherche de pâturage un peu partout. Donc, il faut questionner profondément notre modèle d'agriculture et notre modèle d'élevage pour trouver des solutions de long terme durables. Mais indépendamment de ces solutions qu'il faut envisager et qui nécessitent effectivement la mise en place de politiques cohérentes en termes agricoles ou en ce qui concerne l'élevage, il faut réfléchir par exemple à la question de la culture de fourrage. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a des spéculations qui sont productives et qui sont adaptées à notre cheptel ici. Il faut qu'on pense à ça et il faut qu'on fasse à grande échelle. Il faut qu'on essaie de stabiliser Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le chantier en ce qui concerne la question des conflits, il est absolument profond. Comme on l'a dit, nous avons traîné beaucoup. Donc, au niveau stratégique, au niveau de la médiature, le travail est en train d'être fait pour qu'on puisse avoir un modèle de dialogue permanent au niveau des communautés pour régler le problème. C'est ça. Mais justement, sur la question, oui. On observe aujourd'hui que la médiature a montré des faiblesses. La médiature a montré On a souhaité avoir plutôt le ministère de la Réconciliation qui soit là, parce qu'à travers ce ministère, il va mobiliser tous les autres acteurs, toute l'énergie nécessaire et aussi les ressources de l'État pour faire le travail. Mais aujourd'hui, la médiature, ce que nous comprenons et nous observons de la médiature,
c'est un médecin après la mort. C'est quand il y a les dégâts que la médiature peut réagir. Alors que notre souhait, c'est d'agir déjà en amont pour préparer le terrain pour ne pas que nous puissions arriver à ces désastres-là. Nous qui travaillons avec l'équipe de la médiature, nous savons que beaucoup de choses se font et peut-être qu'on ne communique pas beaucoup sur ce que la médiature est en train de faire. Il faut reconnaître que la médiature, dans son acception actuelle, est également nouvelle. Et jusqu'à là, les textes qui la régissent sont en train d'être pris, parce que jusqu'à là, tous les textes de la médiature ne sont pas encore pris. Ils sont en train de travailler dessus. Et donc, c'est une institution nouvelle. Mais il y a beaucoup d'ambition aujourd'hui autour de la médiature. Parce que les missions hier du ministère de la Réconciliation et les missions hier de l'ancienne médiature ont été combinées pour permettre à la médiature d'aller plus loin. Donc, je disais que nous travaillons avec eux sur les stratégies là. Je disais que nous travaillons avec eux sur également la mise en place de comités provinciaux de paix et de réconciliation qui doivent être le cadre de gouvernance de conflits dans chaque province. Mais vous savez, le dialogue a également recommandé la décentralisation. Et si vous regardez les 2 lois organiques qui mettent en place les collectivités décentralisées, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'ambition conformément aux résolutions du dialogue, des légués de pouvoir importants aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, la question, par exemple, de médiation, prévention, gestion des conflits liés aux ressources naturelles relève également, selon la loi organique, des prérogatives de conseils provinciaux. Mais de nouvelles structures. Oui, de nouvelles structures. Toutes nouvelles. Voilà. Mais ce n'est pas encore opérationnel comme on le souhaite. Parce que et ça prend du temps pour pouvoir se mettre justement, vous savez, quand on fait des réformes... Ça vient démontrer encore démontrer la faiblesse de l'État. Non, parce que c'est une recommandation. C'est une recommandation du dialogue. C'est une recommandation du dialogue. Au-delà de ces recommandations, il y a même la recommandation concernant la justice transitionnelle. Oui, il y a tous ces éléments-là. Aujourd'hui nous sortir de toutes ces difficultés. C'est pourquoi je dis qu'il y a des processus qui prennent du temps. Mais il y a également des choses qu'on doit régler dans les médias. Les choses à régler dans les médias relèvent par exemple des enquêtes administratives. Tout de suite, quand les conflits sont déroulés, il faudra tout de suite qu'au niveau de la justice, les gens se saisissent pour rassurer la population de la volonté de notre système judiciaire de donner suite à ces conflits-là. Il faudra qu'au niveau de l'administration du territoire, tout de suite, les brebis galeuses, ceux qui ont péché par leur maladresse ou par leur lenteur ou par leur lourdeur, soient sanctionnés sur cette question. Sur cette question, justement, mais nous appelons à la volonté manifeste, à la volonté politique, à la volonté politique manifeste, réelle et forte. Si au niveau politique, il n'y a pas cette volonté de faciliter les choses à la base, nous n'en serons pas en train de résoudre ces problèmes. Et aussi, je voudrais aussi nous pousser un peu pour que nous puissions avancer. Moi, je voudrais réagir. Monsieur Rota, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des zones qui sont épargnées de ces conflits-là? Non, aujourd'hui, le problème, il faut prendre les choses dans la globalité. Aujourd'hui, aucun Tchadien n'est à l'abri. Voilà. Donc, il ne faut pas ramener le problème au niveau du foncier et du changement climatique pour développer les argumentaires. Je suis d'accord avec M. Oulé quand il a mis l'accent sur le changement climatique, sur le foncier mal géré. Aujourd'hui, je prends l'exemple de ce qui s'est passé au Mayo-Kébi, Ouadaï, Salamat. Le récent, c'est... Voilà, les récents. Il n'y a rien de changement climatique, ça n'a rien à voir avec le... Non, je parlais de la prolifération. Oui, ça c'est un exemple. Mais je vais au-delà de ce que vous avez dit. Je vais au-delà, M. Oulé. Laissez-moi finir pour vous dire... Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je vais au-delà pour dire que même les collectivités, transfert effectif des ressources aux collectivités autonomes, tout ça, ça ne va pas résoudre le problème tant que l'État ne s'affirme pas, tant que la justice ne s'affirme pas, tant qu'il y a impunité, tant qu'on n'applique pas les lois de la République. Tout ce qu'on est en train de dire ne va pas avoir une solution. Monsieur le Le problème tourne autour de ça. Monsieur le rapporteur, je vous ramène à quelque chose. Vous avez dit, si la justice ne s'affirme pas, la justice est un pouvoir à part.
Oui. L'exécutif est un pouvoir à part. Mais si la justice n'a pas de main libre, c'est un problème. Oui, je suis d'accord avec vous. véritablement La justice peut ne pas avoir la main. Moi, ça c'est un débat qu'il faut recadrer ça dans le cadre professionnel. Pourquoi la justice n'a pas les mains libres? Pourquoi la justice refuse d'avoir les mains libres? Nous avons tous les textes qui donnent pouvoir à la justice, jusqu'à la réforme de Denis, où il a joué un rôle capital dans ce processus-là. Mais nous avons donné toutes les indications possibles pour aller même jusqu'à sortir le chef de l'État de la gouvernance même du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, on vous dit, vous, au niveau de la justice, prenez votre responsabilité. Ça a été même dit il y a quelques jours. Voilà, c'est votre responsabilité. Vous allez comprendre, quand le chef de l'État dirige une réunion de sécurité un jeudi, c'est le même jeudi qu'il y a eu massacre. Vous voyez ça? Et la justice a été indexée. Indexée, ouais. Voilà, vous avez votre indépendance, vous voulez tout ce que vous voulez. Mais peut-être que les moyens n'accompagnent pas. Mais attendez, quand les hommes qui sont chargés de l'application de la loi ne s'assument pas, mais vous avez votre indépendance. Mais votre crédibilité, vous l'affirmez comment? Il faut que les hommes chargés de l'application de la loi soient crédibles. Quand aujourd'hui on parle de la corruption qui est entrée dans la justice, elle est entrée comment? C'est parce que les hommes n'ont pas été capables de refuser ce qu'on leur présente. C'est quoi? Si on leur dit, vous voyez la main qui passe sous les tables, les enveloppes qui passent, les mallettes qui passent, vous êtes indépendant, n'est-ce pas? Mais on vous donne la possibilité de vous affirmer en tant que justice. Parce que tout ce que les citoyens attendent, c'est la justice. Quand il n'y a pas la justice, c'est le chaos. Ça, je suis obligé de le dire. Le problème du Tchad, c'est ce que nous avons dit dans notre communiqué. C'est ce que nous avons dit dans notre communiqué. Le problème du Tchad est un problème qui doit être, en tout cas, adressé dans la prévention. Aujourd'hui, nous avons des enfants. Nous sommes une génération que je peux qualifier de terminée pour le Tchad, parce qu'on n'a plus rien comme avenir. Mais nos enfants, nos cadets qui grandissent, c'est sur ceux-là que nous allons bâtir l'avenir du Tchad. Qu'est-ce que nous faisons pour les préparer à ne pas tomber dans ces situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? La justice, elle intervient après, quand les faits sont là. C'est un titre de répression, un titre de prise en charge. Mais à titre de prévention, l'éducation de nos enfants, comment nous-mêmes, en tant qu'autorité, en tant qu'administration, comment nous nous comportons? Quelles sont les mesures, quelles sont les institutions qui sont en place pour faire quoi? Comment elles interviennent? C'est tout ça là qu'il faut d'abord juger. La justice, c'est après. Ce n'est pas pour défendre la justice, mais je pense que la justice est un volet de prise en charge. Mais on a un travail à faire en amont, en titre de prévention. Nous sommes en train de réfléchir sur les pistes de solutions. Sur les pistes, tout à fait. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire à titre de prévention pour ne pas arriver à ces dégâts? Oui, mais ces dégâts qui ont des conséquences très fâcheuses sur la vie humaine, sur les biens, sur le territoire national et même l'image du pays. Aujourd'hui, quelle est l'image du Tchad à l'international? Tous les temps, on est en train de dire, voilà, on tue des femmes, on décapite des enfants, des bébés, mais ce n'est pas possible. C'est dans des situations de génocide seulement qu'on a vécu ça. On a vu ça au Rwanda, on a vu ça en Yougoslavie, on a vu ça ailleurs. Mais depuis tout ce temps en Afrique, mais dis donc, ce n'est que le Tchad. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'amène à confirmer que le Tchad est un pays spécial. Tout le monde s'accorde à dire que c'est spécial. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'avec ce qui se passe, c'est un pays vraiment spécial. Parce que nous avons accepté, nous tous, de faire de ce pays un pays spécial. Donc nous sommes tous responsables de ce pays. Oui. Alors, je crois que dit comme ça... Oui, allez-y. Oui. Je voudrais aussi, parlant un peu de ce qu'on observe vraiment sur le vivre ensemble, nous traînons, ça n'avance pas, et au fur et à mesure, ces conflits s'élargissent. Alors, est-ce qu'on peut parler encore du vivre ensemble, vraiment dans ce terme-là, Monsieur Oulé? Nous sommes condamnés en tant que Tchadiens de vivre ensemble. Mais nous devons créer les conditions pour que cette vie ensemble se passe et
soit accepté de tous. Absolument. Je pense que à ce niveau-là, il faudra quelque part, indépendamment de la responsabilité de gouvernants, de la justice, et tout ce qu'on a cité, il faudra également que les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, les acteurs de la société civile s'impliquent. À tous les niveaux s'impliquent. C'est pourquoi dans le modèle, dans la réflexion qu'on avait des comités provinciaux des paix et de réconciliation, c'est effectivement l'ensemble de ces parties prenantes-là, à ces différents niveaux, doivent se retrouver pour en même temps travailler sur la prévention, en même temps travailler sur la médiation et en même temps travailler sur la gestion. Et c'est ce que la décentralisation veut. Et je sais que, dit comme ça, face à ce qui se passe, ça frustre. Mais il faudra de façon froide revenir et mettre en place les mécanismes de médiation, de prévention, de gestion de conflits, de façon à ce que toutes les parties prenantes soient respectées et jouent leur rôle. Sur cette question, c'est ce que nous avons demandé, nous, au niveau du MPS. On a dit qu'on ne peut pas continuer par voir la situation se dégrader comme ça. Ouais. Il faudra que, oui, au niveau de la justice, les gens prennent leurs responsabilités, et au niveau de l'administration, les gens prennent leurs responsabilités, mais aussi au niveau des chefs traditionnels, des acteurs de la société civile, des religieux. Il faudra que les uns et les autres jouent leur rôle pour que la conscience, la morale de la société, la mémoire collective de la société soit entretenue dans la bonne direction. Et ça, c'est un travail que chacun des Tchadiens doit jouer. C'est ce que chaque Tchadien doit jouer. Et actuellement, on reproche un peu à ce que on dit que l'État ne joue pas son rôle, parce que tout à l'heure vous avez parlé un peu de la prolifération des armes, qui est un moyen vraiment qui permet encore à ces conflits de s'agrandir. Alors, est-ce que l'État n'a pas le pouvoir de pouvoir recirconscrire simplement ce volet-là? Je crois qu'en ce qui concerne la prolifération des armes de guerre, notre gouvernement est l'un des gouvernements qui a mieux fait, contrairement à nos pays voisins. Parce que si notre gouvernement n'a pas fait d'efforts pour maîtriser à travers les différents fouilles qui se sont faits, eh bien aujourd'hui, le pays entier serait un no-man's-land, où chaque groupe va s'armer pour essayer de se faire justice. Donc, nous pensons qu'un travail a été fait, mais il faut continuer, il faut doubler d'efforts dans ce domaine-là, dans le contrôle des frontières, dans le fouille des armes de guerre, dans le désarmement des civils, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des éleveurs, il faut les fouiller, il faut les désarmer. Parce que c'est un facteur aggravant de tout conflit. C'est-à-dire que si seulement hier, un agriculteur et un éleveur se trouvent dans un champ qui a été, par exemple, brouté par les animaux, ils se querellent verbalement, et si c'est trop, ils prennent le bâton. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Lorsque la personne enlève son arme, c'est beaucoup de vies qui tombent. C'est ce qui s'est passé à Moulou. On poursuit des présumés voleurs, ils s'arrêtent quelque part et ils ouvrent feu sur les gens. Ils sont deux, ils ont des armes à feu, ils ouvrent sur les gens et c'est une dizaine de personnes qui tombent. Donc c'est un facteur aggravant. Nous pensons que l'État doit poursuivre des efforts dans le sens de désarmer les gens qui détiennent les armes. Nous pensons que la situation chez nous en ce moment est, contrairement à nos pays voisins, meilleure. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. C'est important. Voilà, mais moi je vais rebondir sur le désarmement. Sur les efforts du gouvernement. Je vous en prie. Vous avez bien relevé les efforts du gouvernement. Le gouvernement n'a jamais pris une initiative pour aller jusqu'au bout. Le gouvernement n'a jamais appliqué à une initiative une rigueur quelconque. Voilà ce que nous déplorons en tant qu'organisation de la société civile. Il y a plein de stratégies, de politiques et tout, mais on a commencé quelque part une injonction d'un ministre, d'une autorité, quelqu'un, et puis on s'est arrêté là. On fait des fouilles dans un quartier, c'est de manière ciblée. Et aujourd'hui, vous avez écouté la déclaration du ministre de la Justice qui dit, qui interpelle les autres pour ne pas faire des injonctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice, même elle là, elle est soumise à un système et à une pression de double poids, double mesure. C'est un problème. Alors, monsieur Rota, je voudrais vous accorder aussi la parole. Oui, parce qu'il faudrait que je réagisse par rapport à ce que mon cher
Oumle vient de dire par rapport au désarmement. Vous voyez le problème de désarmement, c'est quoi? C'est quand il est fait en toute impartialité, il n'y a pas de souci. Nous constatons malheureusement que ce désarmement-là ne s'opère qu'au cas par cas. Et ça, il y a les exemples. Comment on a mis en place des mécanismes pour procéder à des désarmements dans la ville de N'Djamena, dans les contrées. Aujourd'hui, ces armes-là continuent à causer de malheur aux Tchadiens. Je prends l'exemple, moi j'étais à Mandakao récemment, c'est ce que j'ai vu sur le terrain. Pour le conflit qui a opposé la communauté Peul, que nous avions fait des réunions avec les autorités locales, nous leur avions dit, aujourd'hui, Mandakao, la communauté Peul est attaquée. Les femmes et les enfants ont été tués. Les jeunes ont amené les troupeaux en RCA. Faites très attention parce qu'à leur retour, il se pourrait qu'ils envisagent se venger. Donc prenez les dispositions pour le suivi. Et exactement, ce sont ceux-là qui sont revenus et qui ont... Kenny est en deuil en ce moment, dans le Mayukibi. La frontière n'est pas loin. Quand vous êtes à Mandakao, vous passez 7 km, vous êtes à la frontière avec... Donc si les autorités locales ont pris les dispositions nécessaires, comme Mme Naïlar venait de parler de prévention, on ne serait pas arrivé à ce drame de Mayukibi. Donc il y a même des signes qui circulaient sur les réseaux sociaux qu'on aurait dû intercepter si on voudrait éviter le conflit. Monsieur Rota, je reste un moment avec vous. Oui. Vous dites qu'il y a des Peuls qui se promènent bien armés. Oui. Au su des autorités locales. Au su et au vu. Et même nous étions les témoins de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on aurait pu éviter cela. Franchement. Je pense Alors, On m'a dit, je vais plus loin pour dire que... On me dit que c'est leur comportement. Non, voilà, c'est ce que c'est leur culture de se promener avec tout cela. Les Peuls se promènent toujours, nous le connaissons, ils se promènent toujours avec leur arme blanche. Surtout quand c'est dans des circonstances. Dans une circonstance exceptionnelle, il y a aussi des mesures exceptionnelles. Laissez-moi finir. C'est-à-dire qu'on a vu des Peuls avec des flèches. Ne veut pas dire. Ne veut pas dire qu'ils sont en train ne veut pas dire qu'ils sont en train de chercher à se battre, parce que ça a été toujours comme ça. Mais pendant un conflit, leur mode le conflit est là. de se promener et de vivre. Ça a été toujours comme ça. Maintenant, je pense que c'est ce que nous on a dit au niveau du mouvement patriotique du salut, c'est qu'il faudra que les autorités administratives prennent leurs dispositions, parce que avec leur arme blanche ou pas avec leur arme blanche, si l'instinct de vengeance est là, ça peut arriver. C'est ça. C'est-à-dire que c'est quoi? Si vous voulez qu'ils ne se promènent pas avec les armes à feu, ils peuvent les cacher. Mais s'ils ont envie de se venger, eh bien, au moment où vous n'êtes pas en train de le surveiller, ils peuvent toujours aller prendre ça. Donc le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, il est, comme on l'a dit, il y a un problème sérieux des renseignements qui s'est passé. Notre chaîne des renseignements a manqué ça, je suis d'accord. de finesse dans le cadre de son travail. Parce qu'il devait anticiper ces choses-là. C'est ce que nous, on dit Peut-être que pour vous permettre d'aller un peu plus en profondeur, quelles sont les mesures concrètes vraiment qu'on peut mettre en place pour limiter la récurrence encore de tels conflits? C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite que la justice sévisse. Déjà, pour l'exemple, pour ce qui s'est passé. Parce que tant qu'il n'y a pas de décision judiciaire... Ça pourrait servir mais bien sûr. De dissuasion. Tant qu'il n'y a pas de décision de justice forte sur ce qui s'est passé là, eh bien, chacun va penser que non, le cycle de vengeance doit continuer. Et ça, c'est inadmissible. Nous pensons, au niveau du mouvement patriotique du salut, qu'il faut régler rapidement cette question au niveau de la justice. Ça, c'est la justice indépendante, elle prend son temps, mais même le ministre de la Justice, il le dit. La population ne fait pas confiance à notre système de justice. C'est lui qui l'a dit lorsqu'il rencontrait les magistrats pour la première fois. Donc un effort doit être fait au niveau des magistrats pour que très rapidement la question soit adressée. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudra également qu'au niveau de la chaîne administrative et sécuritaire, des sanctions claires soient prises pour ce manque d'anticipation. Parce que si je suis commandant de brigade, je suis des ST, je suis de l'ANS, je suis des renseignements, je suis là, je me promène et je ne peux rien connaître de ce qui se passe, c'est que je ne suis pas à ma place. Donc,
Soit on est performant pour faire le travail, pour anticiper les missions de l'État, soit on n'est pas à mesure. C'est comme ça que nous, on a dit au niveau du mouvement patriotique du salut, il faudra que le gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité, puisse également s'assumer pour que rapidement, ceux qui ont failli dans la chaîne de commandement soient sanctionnés. Tout à l'heure, Madame Naïla l'a rappelé aussi que il y a eu la justice vient comme le médecin après la mort. Il y a eu des états généraux et tout ça. Alors, ça trimballe. On continue alors. Vraiment, le problème, oui, Monsieur Emmanuel, le problème c'est qu'il faudrait que les gens s'assument à tous les niveaux possibles. Ouais. Nous sommes un État. Nous avons les institutions qui sont là en place. Nous avons les hommes qui incarnent ces institutions. Il faudrait que les gens s'assument et qu'ils travaillent dans le bien-être de la population. Absolument. Tant que les gens ne s'assument pas et qu'on pense qu'on doit se régler de les petits soucis parce qu'on incarne une certaine situation, on a certaines faveurs, ça va poser un problème. Les institutions sont là. M. Oulé vient de dire qu'au niveau des MPS, c'est ça ce qu'ils veulent, que le gouvernement s'assume. Il reste à savoir s'ils ont mis tout voilà, maintenant, mais le mouvement patriotique du salut, c'est un parti. Mais il y a un gouvernement qui est là. Et le mouvement patriotique a eu à présenter politique pour dire à la population que moi, je vous assure la sécurité. C'est pour ça qu'on a voté. Aujourd'hui, si le gouvernement s'écarte de ce que le mouvement patriotique du salut a proposé, que le mouvement patriotique du salut rappelle le gouvernement à l'ordre. Ce n'est pas ce que nous avions dit. Aujourd'hui, vous mettez en place, vous mettez en œuvre la politique que nous avons décrite et qui a été portée par le chef de l'État, pour laquelle il a été élu. Et pour cela, vous devez vous assumer. Si vous ne vous assumez pas... C'est ce que le chef... Oui, il faut que ça change. C'est ce que le chef d'État a dit le jeudi, quand il a rencontré les responsables de la sécurité. Oui. Il leur a dit, écoutez, prenez vos responsabilités. Voilà, moi je vous ai confié une mission, prenez vos responsabilités. Si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, je prendrai la mienne. C'est ce qu'il leur a dit. Ouais. Et le mouvement patriotique du salut, comme je l'ai dit, nous sommes un parti politique comme tous les autres. Aujourd'hui au gouvernement, aujourd'hui au gouvernement, c'est une coalition qui est là. Il y a les représentants d'autres partis qui sont aussi au gouvernement. Et donc, nous pensons que lorsque les choses se passent et qu'il ne se passe pas bien, nous les critiquons et nous faisons des propositions. Tout à fait. C'est la même chose que le chef de l'État a dit. Il a donné carte blanche à tout le monde pour faire son travail. Il faut que les gens s'assument et fassent le travail. Je pense que les récents mouvements faits au niveau de l'administration du territoire vont dans ce sens-là. Vont dans ce sens-là. Donc, ce qui s'est passé au Salama, ce qui s'est passé dans le Gono, comment on appelle, occidental, sont des reflets qu'il y a des problèmes à ce niveau-là et il faut sévir, il faut amener des changements. Et je pense qu'il faut étendre ces changements-là plus loin. Il faut comprendre où est-ce que ça a commencé, où est-ce que ça a failli. Et il faut trouver des solutions à ce niveau-là. Donc, moi, je voudrais réagir nous sommes certes un parti au pouvoir, mais en tant que parti, nous ne mélangeons pas. Le frère Oulé dit, c'est quand même surprenant qu'on apprenne aujourd'hui, après plus de 30 ans de règne du parti MPS, qu'il y a ces faiblesses-là, de pouvoir... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les hommes ne s'assument pas? Pourquoi les hommes dans les institutions ne s'assument pas? Ça veut dire simplement qu'il y a un problème. Il faut questionner le système. Est-ce que c'est manque de compétences? Est-ce que manque de compétences? Est-ce que c'est des mauvaises désignations? Est-ce que c'est une volonté derrière pour faire semblant de dire que oui, nous sommes là, mais on est en train d'appliquer une autre idéologie? C'est des questions. Alors, pour permettre encore à M. Oulé de répondre, est-ce qu'on se remet un peu en question au niveau du MPS, surtout face à ces situations? Je voudrais vous dire une chose. Gouverner, ce n'est pas se trouver dans la position de s'opposer. Gouverner signifie que chaque jour, on est censé régler des problèmes. Et dans n'importe quel système de gouvernement, l'équipe qu'on met en place, c'est pour régler des problèmes. Les gens peuvent rester longtemps au pouvoir, mais
chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, on essaie de l'adresser, on essaie de le régler. Peut-être que les solutions qu'on a préconisées hier ne sont pas les solutions les mieux adaptées à la situation. Il faudra les revoir. Nous sommes sortis d'un dialogue où ce n'est pas seulement le MPS qui s'est retrouvé pour parler. Nous nous sommes retrouvés tous pendant les dialogues et il y a cela 2 ans. Nous avons fait un diagnostic et nous sommes en train de décliner maintenant ce qu'on a décidé au dialogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a analysé tout ce qui se faisait depuis tous ces temps-là et nous avons dit que voilà, c'est ça les solutions nouvelles. Et nous sommes en train de travailler dessus. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des questions urgentes qui arrivent dans n'importe quel pays. Et quand ça arrive, eh bien, il faut tout de suite que dans la chaîne des responsabilités, les gens prennent leurs responsabilités. Ça, c'est dans le court terme. S'il faut sanctionner, Mais bien sûr, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner, bien sûr. Mais le Alors, problème, pour nous c'est permettre qu'on d'avancer un sanctionne, peu. s'il vous plaît. Oui, le madame. problème, c'est que ce qu'on observe, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, acteurs non étatiques, ce qu'on observe, on sanctionne aujourd'hui pour encore réhabiliter demain. On sanctionne aujourd'hui pour réhabiliter. C'est la même plaque qui tourne. Moi, je Avec voudrais... la même vision, en fait. Ça, vraiment, c'est un problème. Madame, Au niveau lorsqu'on du parle de la parti, sanction, vous savez mieux que moi, lorsqu'on parle de la sanction, on peut sanctionner une personne, cela ne veut pas dire que la personne ne peut plus retravailler. On peut emprisonner une personne. Cela ne veut pas dire que la personne ne doit plus retravailler. C'est-à-dire que chaque sanction a une durée dans le temps. Et donc, lorsqu'on sanctionne administrativement une personne, parce qu'elle a fait une faute, eh bien, elle doit purger ce qui est prévu dans le cadre de cette faute-là. C'est ce que nous disons. Donc, il y a des gens qui ont été... Il y a des gens qui ont été sanctionnés. Parce qu'il n'y a pas d'autres Tchadiens. Non, ce n'est pas la même personne. Je suis en train de vous dire que le chef de l'État, le jeudi, il a réuni les responsables de la sécurité pour marteler sur la table. Et le même jeudi, quelque chose s'est passé. Il y a eu une situation. Et aujourd'hui, il est en train d'agir. Vous savez, il a dit, vous vous êtes réunis pendant les dialogues, vous avez dit que la solution pour bien gérer les terroirs, c'est d'aller vers la décentralisation. Vous m'avez proposé un texte ambitieux, je l'ai accepté, on l'a signé. Maintenant, assumons-nous pour le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, quand il est question de mettre en place les collectivités décentralisées, il y a eu des conflits dans la déclinaison de ces décentralisations. Il a dit, OK, s'il y a des acteurs de tous ces processus qui ne s'entendent pas, qui se retrouvent et qui dialoguent pour voir comment est-ce qu'on peut, de façon saine, décliner la décentralisation. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, il faudra tout de suite que les gens s'asseyent pour le régler. Les problèmes, il y a 30 ans, nous nous sommes retrouvés il y a 2 ans, pendant le dialogue, on les a discutés, et maintenant, on est en train de les décliner sur le terrain. Nous travaillons ensemble tous, acteurs étatiques, gouvernement, parlement, justice, exécutif, pour que la situation dans notre pays puisse trouver des solutions. Mais je pense toujours qu'il faut travailler sur les solutions de long terme. Absolument. Il faut travailler sur les solutions de long terme. Pourquoi? Le souci de tout le monde. Il faut travailler l'éducation pour que la cohésion sociale tienne. Il faudra que les Tchadiens apprennent à se brasser. Et l'éducation doit jouer un rôle important dessus, pour que les jeunes puissent accepter, pour que les idées préconçues, les préjugés soient écartés. Il faut travailler sur les situations de long terme, les solutions de long terme en ce qui concerne notre agriculture, notre élevage. C'est des modèles qui ne sont pas vivables. Et dire simplement que non, il faut qu'on règle le problème de justice, le problème de gouvernance, et tout va rouler. Non, je ne pense pas. À long terme, c'est invivable. Parce que la pression démographique sur les sols va toujours s'accentuer. Parce que la population ne fait que croître, les terres se dégradent, les bétails ne fait qu'augmenter, et tous se partagent les mêmes ressources. Il faut changer de modèle. Merci, M. Oulé. Madame Naïla, je voudrais vous poser cette question. Comment on peut faire pour renforcer le dialogue intercommunautaire, surtout à la base? C'est tout simple. C'est tout simple. C'est pour ça que nous, en tant qu'acteurs non étatiques, on a souhaité avoir le ministère de la Réconciliation nationale, du dialogue, de la cohésion sociale pour ces aspects-là. Une structure étatique forte, interlocutrice avec les acteurs non étatiques qui vont faire le relais au niveau de la base et travailler avec, par exemple, les leaders communautaires, les autorités religieuses, traditionnelles, communautaires, jeunes, femmes et tout le monde pour vraiment faciliter le dialogue interculturel,
le dialogue intercommunautaire et renforcer la cohésion sociale. Malheureusement, après le dialogue national inclusif, on ne se retrouve plus nous-mêmes et on n'a même pas d'interlocuteur au niveau du gouvernement. Nous sommes laissés pour compte. On a appris que c'est la médiature. Qu'est-ce que fait la médiature qui est même partie prenante dans certains conflits? Malheureusement. Malheureusement. Et ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Nous sommes tous au courant que la médiature n'a pas joué son rôle. La médiature a faibli. Je voudrais aussi m'adresser à la CNDH qui a aussi cette mission de travailler en amont sur la sensibilisation, l'éducation, l'information et aussi à aider à répertorier les cas de violence et aussi contribuer à la prise en charge de ces cas de violence ou bien de ces cas de violation des droits de l'homme. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? On apprend toujours que voilà, la CNDH est en train de remettre un rapport ici, communiquer ici et là. Mais en réalité, qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement sur cette question-là? Alors, pour permettre aussi à M. Rota de pouvoir répondre, qu'est-ce que vous pouvez, surtout face à ces conflits, on constate que plus c'est les femmes et les enfants qui subissent. Et quel est le rôle que ces femmes aussi peuvent faire ou bien peuvent jouer dans le processus de la prévention? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer à ce niveau? Merci, M. Emmanuel. La CNDH est interpellée par rapport à ce qui est en train d'être fait sur la prévention. Vous voyez que la CNDH a une mission de prévention et de protection. Et donc, dans la mission de prévention, on a les actions à mener dans le cadre de la cohésion sociale. Des actions à mener dans le cadre de pouvoir vivre ensemble. Les missions, les actions de sensibilisation également dans le cadre de l'acceptation des uns et des autres, le vivre ensemble. Dans nos actions de protection, nous avons également l'assistance aux victimes des violations des droits de l'homme et consorts. Maintenant, ce qui se passe sur le terrain concrètement, comme Mme Naïla l'a dit, c'est de permettre à ce que les actions concrètes soient menées. La justice transitionnelle, quand on sort d'une crise et qu'on ne met pas en place une justice transitionnelle, ça veut dire qu'on est passé à côté. Et dans les actions de la CNDH, nous avons inséré une activité qui concerne la sensibilisation de la masse sur la justice transitionnelle. Où est-ce qu'on veut aller avec la justice transitionnelle? C'est-à-dire que le Tchad a connu tellement de problèmes, il faudrait que le bourreau et les victimes s'assiedent face à face et discutent. Pourquoi le bourreau a-t-il fait cela? Pour que la victime soit arrivée à là. Que les deux s'expliquent et que les deux se pardonnent. C'est pas dangereux, là? Non, ben, Est-ce qu'on a les conditions? Oui, il y a un mécanisme pour ça. Il y a un mécanisme pour que tout le monde s'assied. Ça fonctionne ailleurs. Au Rwanda, en Afrique du Sud, dans les plus compliqués, c'est pas des génocides et autres. On suppose que ça doit aussi fonctionner. Oui, ça doit Absolument. fonctionner également au Tchad. Donc, il faudrait qu'on aille vers la justice transitionnelle. C'est là où la vérité... Parce qu'une nation ne peut pas se fonder sur le mensonge. Donc on peut dire que vous avez les moyens, alors. La vérité doit guider les actions vers la résolution des conflits. Tant qu'il n'y a pas de vérité, il faudrait aller vers la cause. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Il faut qu'on aille, et dans cette cause-là, qu'on dise la vérité. Qui a fait quoi et pourquoi? Et quelle est la solution envisageable? Parce que la solution qu'on doit trouver, ça doit être une solution inscrite dans la durée, qu'on appelle souvent les solutions durables. Donc c'est à ce niveau seulement qu'on pourra régler le problème des Tchadiens. Mais la prévention, comme Mme Naïla l'a dit, les actions de prévention doivent être de mise. Comme, pour ne pas dire que la justice, c'est un médecin après la mort. Mais la justice, elle vient pour la protection. Oui. Voilà. Mais les autres institutions doivent agir dans le cadre de la prévention de conflits. Et ça, tous les secteurs sont concernés, y compris la CNDH.
Donc, il faudrait que les uns et les autres puissent prendre le problème à bras ouverts pour mener des actions de prévention. Sensibilisation, formation, information, tout cela. Qui doit faire quoi? Société civile. Voici ce qui vous regarde. Au niveau des partis politiques, voici ce que vous devez. Les discours de haine, par exemple, les discours de ceci, de cela. Malheureusement, ce qu'on constate, sans vous couper la parole... La société civile constate votre absence sur le terrain, c'est pour ça que vous êtes interpellé. Oui, mais la CNDH est là, sur le terrain. La CNDH est en train de mener les activités dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la protection. Ça, c'est dans son mandat. Quand on parle de la médiation, de la prévention, comme il l'a si bien dit, c'est tous les acteurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Oui. Les services de renseignement doivent faire de la prévention pour voir qu'est-ce qui se passe afin qu'on ne tombe pas là. Les responsables administratifs qui sont sur le terrain, les responsables administratifs qui sont sur le terrain doivent faire de la prévention. Ils doivent savoir qu'est-ce que leur administration pense, qu'est-ce qui se développe et comment est-ce qu'on doit chercher à régler ça. Les responsables de sécurité, police, gendarmerie, tout ça, doivent prendre leurs responsabilités. Ils sont là parmi la population pour effectivement prévenir et aussi gérer. Donc normalement, quand Mandakao s'est passé, ce qui était souhaitable, c'est que tout de suite, les responsables des différentes communautés s'asseyent et entament un travail de dialogue. Un travail de dialogue pour essayer de... Monsieur Hulé, mon frère, Oui. il ne leur appartient pas à eux de s'asseoir. Non, je n'ai pas fini, j'étais en train de dire. Il faudra avoir une tierce personne, une tierce partie, en termes de médiateur ou en termes de médiation pour les aider à avancer dans cette... Justement, je suis en train de venir, parce que tous ces acteurs que je viens de citer ont ce rôle-là également. Vous savez, lorsqu'il y a une bagarre quelque part, et que... Mais ce qui est désolant, laissez-moi finir. Lorsque je dis que chacun doit jouer son rôle, je pense que si l'ONED est parti sur le terrain là-bas et dit, écoutez, moi, je suis acteur non étatique, je suis pour la paix, pour la cohésion sociale. Venez, on s'assoit pour parler. Ce n'est pas le gouvernement qui dit, ne le faites pas. Si, dans la mesure ça a été fait. Non, dans la mesure ça a été dit, mon frère. Ça a été dit. Non. Si vous trouvez les droits de l'homme sur le terrain, vous les tuez. Laissez-les là où vous les avez trouvés. Non, écoutez, mon madame. Nous avons toujours travaillé ensemble. Acteurs non étatiques et gouvernement. Et chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous nous concertons et nous le faisons. Voyez, lorsque les acteurs non étatiques vont sur le terrain, ils prennent des autorisations et ils s'en vont. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a certaines diligences que toutes les parties prenantes doivent avoir à l'esprit. Mais lorsque vous vous levez avec une bonne intention et que vous voulez que les parties prenantes devant vous aider à régler le problème soient ensemble avec vous pour régler le problème, personne ne refuserait. Je pense que, comme elle l'a dit elle-même au départ, tout le monde a péché dans ce qui s'est passé. Chacun a une responsabilité quelque part. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller et de chercher à régler le problème. Parce que acteur non étatique, ou bien CNDH, ou bien sous-préfet, ou bien commandant de brigade, chacun a une responsabilité quelque part. Si un de ces acteurs s'élève pour dire que mettons-nous ensemble, bon, nous, en tant que parti politique, peut-être que nous ne pouvons pas aller directement, puisqu'il y a un gouvernement, il y a un parlement, il y a tous ces gens-là qui sont là. Les acteurs non étatiques sont des acteurs de mise en œuvre de certaines politiques. Nous sommes tous en train de chercher des solutions. Tout à fait. Nous ne voulons pas continuer. Et nous avons quelques personnes qui se sont prononcées, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de venir aussi sur ce plateau, mais ils se sont prononcés. Nous allons peut-être suivre, prendre 1 minute à 2 minutes pour les suivre, et nous allons revenir parce que nous cherchons les perspectives, comment faire pour sortir de cette situation qui endeuille des familles. La régie, si vous permettez. Le surpeuplement des animaux, c'est ce qui fait que, et comme il n'y a pas d'espace, les gens sont obligés de se mordre le nez. Mais le conflit intercommunautaire doivent avoir leur solution dans le dialogue. Pourquoi j'ai dit dans le dialogue? Parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi les gens là ont ces problèmes. Il faut chercher le problème à la base. Sensibiliser les gens, c'est-à-dire commencer par les chefs des villages, les chefs de communauté et les chefs de canton pour qu'ils puissent apprendre aux gens à vivre ensemble. Ça, c'est le premier. La solution qu'on peut avoir, sédentarisation de l'élevage.
C'est-à-dire il faut que les éleveurs, dans les pays développés, en Amérique par exemple, il y a la culture fourragère. Tu as tes bœufs, tu as tes animaux, tu fais ton élevage, tu clôtures. Et en saison de pluie, tu cultives les herbes et à la saison sèche, c'est à partir de ces herbes-là que tu nourris tes bœufs avec. Pour la solution des problèmes intercommunautaires, il faut que les politiciens s'y mettent. Parce que c'est eux qui sont à la base de tout ça. Le mensonge n'arrange pas le pays. Hein? L'éleveur est où? Le cultivateur est où? Le cultivateur est sédentaire. L'éleveur est nomade. Tu es chez toi, quelqu'un vient vers toi, il faudrait que vous entendiez avant qu'il traverse, même si son étranger. Donc je pense que pour avoir la solution à ces problèmes, il faut que l'État s'y mette. Et surtout, les conseillers, ceux qui sont désignés par le peuple d'être les conseillers, il faut qu'ils fassent leur travail. Problème éleveur-agriculteur ou conflit communautaire, ça vient de nos autorités. Avant, il n'y avait pas. Quand j'étais petit, on s'amusait avec les peuls. Il faut former ces gens-là avant de les affecter. Alors, ils vont bien diriger. Même soit un analphabète, celui qui ne parle pas à l'école. Entre-temps, dans les années 80, je suis un jeune soldat. Les militaires avec nous là sont formés. Voilà, c'est une solution. Il faut former tous ces gens-là avant de les affecter, avant de les nommer. C'est ça ma solution. Ma préfet, ma gouverneur, sous-préfet, chef de brigade d'inondé. Deux d'arrêt pour se guérir. Car il est mal de l'école, de l'école. Ne pas. Ba, aradu, mais d'où, d'okar gnegvel. Mouna wala, libre yadati. Mais caragara. Da tout du dojilia. Les gouvernants aussi choisir des gens, nommer des gens compétents, des gens qui connaissent les problèmes de la population, qui doivent, au lieu de les perturber dans leur activité, les protéger, les accompagner, les assister au moment voulu. Et il ne faut pas les pénétrer pour les perturber, pour un rien, pour des simples affaires qu'ils peuvent traiter entre eux. On les complique la situation, quelquefois on les arrête, on les tue, on les enferme, et finalement, on ne fait qu'envenimer les colères entre les gens qui étaient des parents, des amis avant. Il n'y a pas une communauté qui est supérieure à une autre. Toutes les communautés se valent. Et nous devons, pour ce qui se passe, ériger du genre un pont entre les communautés afin de créer un environnement social paisible, un environnement où chacun doit se sentir accepté, où chaque communauté doit se sentir en harmonie. C'est que nous avons besoin. Le conflit est là, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Tchadien? On doit dialoguer. On doit dialoguer, on doit s'entrepasser, on laisse notre différence, qu'on s'assoit sur la table de négociation, et il faut qu'on parle entre nous pour que ces mots qui gangrènent notre société soient un souvenir lointain. Nous avons suivi les citoyens tchadiens se prononcer aussi sur la question. Nous sommes en train de tendre un peu vers la fin de l'émission et je voudrais simplement poser cette question. Comment bâtir une culture de paix durable entre les communautés? Je prends la parole par rapport à cette intervention pour dire que moi j'ai suivi attentivement la société civile, j'ai suivi le représentant du mouvement patriotique du salut. Le problème, il est là. La solution à apporter, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure que la nation ne peut pas se fonder sur le mensonge. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Au niveau du politique, vous allez vous organiser de façon à ce que la société civile également et nous autres, nous puissions nous mettre ensemble pour organiser ne serait-ce qu'un forum sur cette question. Avec tout ce que nous sommes en train de voir.
qu'on se dise la vérité. Pourquoi on est arrivé à cette situation où les Tchadiens n'ont pas peur de tuer d'autres Tchadiens? Pourquoi? Ça ne sera pas un forum de plus, de trop? Non, je ne pense pas que c'est un forum de plus, puisque le sujet est là, il faut le circonscrire. Okay. Et puis on va directement vers les causes profondes de cette situation. Aujourd'hui, les tueries, c'est partout, dans toutes les provinces. Aucune province n'est épargnée. Et est-ce qu'on va rester là en train d'attendre? Donc il faudrait circonscrire le débat et chercher à savoir pourquoi on en est arrivé là, où la dignité humaine est bafouée, comme ça. J'écoutais un homme politique qui me parlait d'un sujet. Il dit, écoutez, aujourd'hui, vous les jeunes, vous ne comprenez pas. Dans la jungle, quand un animal s'attaque à un autre, c'est qu'il a faim. Il va s'attaquer à cet animal, il le tue, il prend, il mange. Il ne revient plus tard que quand il a faim encore. Mais aujourd'hui, vous voyez des Tchadiens tuent des Tchadiens en nombre. Et puis, ça ne gêne personne. Ça dit que ça nous interpelle. On est arrivé à cette monstruosité. Animosité. Pourquoi? On n'a pas peur. Aujourd'hui, un Tchadien n'a pas peur de tuer un autre Tchadien. Il y a un problème. Pourtant, la vie, elle est sacrée. Certains Tchadiens. Oui, mais on le dit, ben c'est des Tchadiens. Je voudrais aussi poser la même question à Mme Naïla. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bâtir une culture de paix durable entre les communautés? En fait, c'est une question qui fait appel à une approche multidimensionnelle. Une approche multidimensionnelle qui soit inclusive, participative de tous. Et dans cette démarche, il va falloir que chacun joue son rôle. Comme l'a dit le rapporteur général de la CNDH, un forum, ce sera un forum de trop. Les idées sont là. Toutes les conférences, les réunions et les grands colloques qui ont eu lieu ont déjà tracé des... Il y a même des textes qui existent. Il y a des textes qui existent. Il y a des acteurs qui sont disponibles. Aujourd'hui, on peut simplement dire qu'il manque une volonté politique forte pour tracer une voie, donner une vision, que tout le monde s'aligne pour dire qu'on va aller dans ce sens ou bien dans un autre sens. Je l'ai dit à l'introduction, je vais revenir. On ne peut pas être une puissance à l'extérieur aux yeux des autres et être impuissant à l'intérieur, pendant qu'on est en face des personnes qui n'ont pas une puissance quelconque ou bien une légitimité quelconque pour nous braver. Donc l'autorité de l'État doit se restaurer. Et s'assumer. L'autorité de l'État doit se restaurer et l'État doit s'assumer. Il faut mettre en place, il faut inclure tout le monde dans la démarche. Aujourd'hui, partout là où il y a ces problèmes, c'est les politiques qui prennent le devant. C'est les politiques qui prennent le devant avec l'intention d'aller plus diviser les gens, soigner leurs intérêts personnels. C'est devenu en quelque sorte un marché, quoi. Comme dans l'administration publique, c'est un marché de 10%, donc chacun a sa part. On veut assister des victimes, chacun prend sa part. On veut assister tel, chacun défend son identité par rapport à ses parents. Et c'est ça la réalité en fait, mais c'est désolant. Donc, comme l'a dit le rapporteur de la CNDH, on ne peut rien bâtir sur le mensonge. Le Tchad est aujourd'hui sur le mensonge. Le fondement principal du Tchad, de la gouvernance du Tchad, c'est le mensonge, c'est la gabegie, c'est l'intérêt personnel et c'est aussi la perte des valeurs humaines. La dignité de l'homme et sa propre dignité n'a plus de sens. Vous-même là, comment vous entretenez votre propre dignité en face des autres? Et comment vous valorisez la dignité de notre? C'est ça la question. Ça a une grande perte au Tchad. Et c'est vraiment désolant. Pour nous, ça nous fait un mal au cœur de savoir que des gens peuvent dire oui pour tout, alors que ça ne marche pas. Surtout que c'est aussi le cœur d'une mère qui parle. Je voudrais aussi poser la même question à M. Oulé, mais en reprenant un peu ce que Madame a dit tout à l'heure, elle a repris 2-3 fois, impliquer tout le monde. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qu'on vous reproche, surtout le politique. D'abord, je voudrais dire une chose. Lorsqu'on
on est une puissance militaire, c'est d'abord pour nous-mêmes. C'est pour empêcher toute agression extérieure chez nous. C'est pour faire face aux menaces de grande portée directement sur le pays. Et nous l'avons fait chaque fois que la situation du pays était menacée. Et c'est parce qu'on a réussi à le faire que lorsqu'on évalue l'effort qu'on fait, on dit ok, le Tchad est mieux que tel pays. Le Tchad est mieux que tel pays parce qu'il arrive à contenir, Donc quand on est une puissance, c'est d'abord pour nous-mêmes. Yeah. La deuxième chose, c'est qu'on peut résoudre ce problème des conflits intercommunautaires par le dialogue. Le dialogue à tous les niveaux. Parce que lorsqu'il y a des textes à appliquer, il faut dialoguer pour les appliquer. Il faut que les gens comprennent comment même mettre en œuvre ces textes-là. Il faut dialoguer entre les différents acteurs pour faire de la prévention. Il faut dialoguer entre les différents acteurs pour faire de la sensibilisation. Il faut dialoguer et il faut encore dialoguer. Il n'y a pas un dialogue de trop. Nous avions fait un grand dialogue entre nous il y a cela 2 ans. Nous sommes en train de travailler pour la mise en œuvre de ces recommandations. Et en mettant en œuvre ces recommandations, il y a des problèmes qui surgissent. Continuons toujours par dialoguer pour essayer de les résoudre. Et s'il y a des responsabilités dans cette chaîne, il faudra que les gens s'assument. S'il y a des sanctions à faire, comme nous le disons, et comme le chef de l'État lui-même l'a dit, il faut qu'il y ait des sanctions. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les récentes nominations reflètent également le positionnement des personnalités un peu fermes aussi. Des personnalités un peu diligentes sur les questions des renseignements. Des personnalités diligentes sur les questions de cohésion sociale qui ont fait leurs preuves lorsqu'ils avaient des responsabilités ailleurs. Je pense que ce dialogue-là, il faut le préserver, il faut le poursuivre pour régler le problème à tous les niveaux. Il faut que les communautés qui ont des problèmes entre elles soient amenées au dialogue pour qu'ils puissent parler, exorciser cette haine qu'ils ont les uns pour les autres, afin que l'acceptation, la cohésion, la paix reviennent dans les différentes parties du pays. C'est très important. Tous les pays du monde ont des problèmes, mais nos problèmes en nous, actuellement, sont des problèmes sérieux et nous devons les régler avec sérieux et dans le dialogue. Merci, Monsieur Oulé. Je voudrais vous remercier pour avoir accepté d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Rota, oui, merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec nous. Merci à vous. Je dirais la même chose à Madame Naïla. Merci d'avoir accepté. La résurgence des conflits intercommunautaires, j'allais dire, repose sur des causes profondes qu'il est possible de comprendre et de maîtriser. Accès aux ressources, au équilibre des rapports entre communautés, déficit de dialogue, mais aussi poids de la pauvreté et des injustices sociales. Préserver la paix, c'est garantir un vivre ensemble où chacun a sa place, où la diversité devient une richesse plutôt qu'une source de conflit. Ces défis nous concernent tous. Et c'est justement en unissant nos efforts que nous pourrons bâtir des communautés plus fortes, plus solidaires et plus résilientes. Merci à nos invités pour la qualité de leur intervention et à vous, chers auditeurs, mes téléspectateurs aussi de ITV, merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro, si cela est possible, pour le dialogue et la paix au Tchad. Merci. I just can't seem to get this off my mind.